Mesdames et messieurs, chers amis, chers visiteurs, bienvenue au Festival de l'Histoire de l'Art, édition 2022, la 11e. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer le début de la conférence sur les azulèges. La conférence, qui est sous la forme d'une table ronde, se déroulera intégralement en français. Et je passe de suite la parole à Céline Ventura-Texera, qui va vous présenter les thématiques avant de passer la parole aux deux intervenants. Et je vous annonce que la table ronde va durer à peu près 40 minutes, suivie de 10 minutes de questions. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie de pouvoir présider cette table ronde avec Ana Paula Curey, directrice du musée de la marionnette depuis 2021, après avoir enseigné à l'école des arts décoratifs et notamment après s'être attachée à l'étude de l'azulejo en profondeur, surtout du XVIIIe siècle, ainsi que Pedro Flor, qui est maître de conférence en histoire de l'art moderne à l'Universidade Aberta de Lisboa et qui est membre chercheur de l'Institut d'histoire de l'art de la Faculté des sciences humaines et sociales de l'Universidade Nova de Lisboa, et qui est spécialiste également de la période renaissante et a développé un certain nombre d'études également sur l'azulejo au XVIIIe siècle. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de vous donner un panorama assez complet et large. On va essayer de rester dans les temps. Et nous ferons en sorte aussi de croiser un peu le dialogue entre chaque intervenant, afin de vous présenter et d'aborder donc une pratique aux multiples facettes qu'est l'azulejo. La production d'azulejo suppose plusieurs questionnements relatifs notamment aux acteurs que nous verrons dans un premier moment, à l'origine donc d'une production florissante, mais aussi à travers les répertoires iconographiques, qui sera le deuxième mouvement de notre présentation, et enfin la nature, la portée de ces tableaux de faïence qui ont été produits du XVIe jusqu'au XVIIIe siècle, de manière très profuse, avec des intentions à chaque fois différentes, des portées différentes et des esthétiques bien sûr toujours en constante évolution. Je vais maintenant laisser la parole à Pedro Flor, qui ouvre l'échange autour de l'émergence de ce savoir-faire pluriel. Bonjour, est-ce que vous écoutez? Oui. Je vais lire d'autres phrases sur les azulejos, la production, modèle et fonction. C'est le nom de la table ronde. Et je voudrais tout d'abord remercier l'INHA de m'avoir invité à participer à cette table ronde et à cette initiative extraordinaire que le Festival d'Histoire de l'Art à Fontainebleau. Deuxièmement, un mot spécial à ma collègue de Céline Ventura-Texera, avec qui j'ai eu le privilège de travailler à plusieurs fois, l'azulejo toujours. Et enfin, un salut particulier à ma collègue de table ronde aussi, Ana Paula Curey, que je connais également depuis de nombreuses années. Loin d'être une intervention qui va répondre à toutes les questions que l'on peut se poser, il s'agit surtout d'un bilan d'ensemble sur un sujet qui n'est pas toujours mérité l'attention des spécialistes, particulièrement à l'étranger. La mode d'origine arabe, azulejo, le carreau de faïence, la plupart du temps en français, et ses différentes caractéristiques est devenu un ornement répandu dans différents pays de l'Europe de la Renaissance au XVe et XVIe siècle, s'assumant plus tard au Portugal comme un élément important d'une expression artistique vernaculaire. En effet, les azulejos étaient utilisés aux Pays-Bas, dans la péninsule italienne et même en France ou l'Angleterre, avec ses variations esthétiques et placements, mais dans aucune autre n'assumait l'importance du patrimoine portugais, à la fois compte tenu du champ d'application et de la quantité produite dans les poteries nationales. En ce qui concerne la production d'azulejos, il est tout d'abord important de distinguer les aspects techniques dans la fabrication des mêmes, qui semblent être le résultat non pas d'une recette intentionnelle, mais plutôt le résultat d'un processus cumulatif d'expérience à la fois du Proche-Orient islamique et aussi de la présence musulmane dans la péninsule ibérique, cette dernière depuis le siècle VIII, au temps de Charles Martel en France.
Malgré les techniques archaïques venues de l'étranger, ainsi que la tradition de la décoration islamique dans les exubérances décoratives de motifs géométriques complexes non figuratifs, son entrée au Portugal dénote une influence du goût européen en raison des motifs végétaux, romans et gothiques et d'une esthétique ibérique dialectale. Il faut absolument dire que le azulejo est l'expression la plus significative et la plus somptueuse de l'utilisation de la terre cuite et vitrée à des fins décoratives au Portugal. Les origines de l'utilisation des azulejos comme ornement pour l'architecture trouvent leurs racines les plus profondes à la fin du Moyen Âge, d'abord par les importations, puis par le développement des techniques de fabrication dans les poteries nationales. Je vais maintenant aborder le problème sur le métier de peintre et l'exécution picturale des azulejos. Donc, on assiste indubitablement de la variation linguistique qui apparaissent dans la documentation du XVIe et du XVIIe siècle sur le métier de peintre qui est le responsable par l'exécution picturale des azulejos. On trouve par exemple le mot peintre, aussi le maître fancier, puis on a aussi le potier en rouge, le potier en vert, ça veut dire les différents types de céramique. Puis on a aussi le peintre de carreaux, et pour compliquer plus ce problème-là, on a aussi le potier de carreaux. Il ne faut pas oublier aussi le mot carreleur, le ladrilhador en portugais, qui, dans un premier temps, allie le métier à celui de maçon, quelqu'un qui travaille la pierre, oui, et dans un second temps, il devient autonome et se met exclusivement à poser des azulejos et à s'occuper de leur adaptation au lieu de destination. Il faut donc comprendre qu'il n'est pas facile d'étudier l'art des azulejos car, contrairement à l'art de la peinture, l'environnement artistique des poteries était plus hétérogène. Les artistes et artisans liés aux poteries étaient polyvalents et se consacraient à plusieurs tâches à la fois. L'idée d'un peintre de carreaux n'étant que cela est quelque chose de dépassé, et la documentation d'archives et les enquêtes les plus récentes l'ont démontré. On vérifie ainsi que le statut de peintre d'azulejos se confond donc avec celui de peintre de chevalet ou du peintre de céramique. Il en va de même pour le potier qui produit à la fois des panneaux d'azulejos, de la vaisselle en terre, des tuiles, des potes, oui, des chevrettes de plats, pavements et d'autres ustensiles ménagères. La fluctuation linguistique des différents noms de ces artistes dans la documentation de l'époque montre à quel point les fonctions n'est pas très définies, et ce titre, la connaissance des fonctions de chacun dans la poterie, peut devenir compliqué et difficile à comprendre. À son tour, il faut aussi analyser le cas d'artistes étrangers qui ont choisi le Portugal pour créer leur propre atelier, apportant avec eux leur savoir-faire de sculpteurs de terre cuite. La versatilité, je pense que c'est la mot-clé, la versatilité de ces artistes capables de travailler la terre, la pierre ou encore le bois, étant très caractéristique de leur formation et de leur capacité à satisfaire des commandes de toutes sortes. Si à la fin du XVIIe siècle, le soi-disant cycle des maîtres et les étages suivants, la qualité de production et d'exécution est plus élevée et complexe, et certains peintres commencent souvent à s'affirmer en tant qu'artistes, commençant à signer leurs œuvres. Ce ne semble pas être le cas du peintre de azulejos à la Renaissance. Dans une première phase, les monogrammes sont utilisés, il est vrai, oui, et rarement les noms complets. Au XVIIIe siècle, avec l'affirmation du statut de peintre d'azulejos et son individualisation et spécialisation, les signatures sont plus visibles et même descriptives. D'autres contributions céramiques pour une culture visuelle unique, bien sûr. Est-ce que je peux passer ?
Les peintres d'Azulejo ont su puiser dans de multiples sources, et ce dès la seconde moitié du XVIe siècle. Des gravures ornementales ou figuratives, le répertoire adapté et interprété par les peintres d'Azulejo est significatif d'une circulation importante de modèles italo-flamands, français et italiens. Et pas seulement, nous allons le voir. Un motif est en cela significatif au regard de son application et de sa transposition. C'est un exemple parmi tant d'autres. Encore une fois, il a fallu un petit peu faire des sélections. Mais l'ornement diamantaire a insufflé de nouvelles solutions décoratives par un travail du motif à outrance. Qu'il s'agisse de pendeloques, de broches ou d'autres modèles de joaillerie, la pointe de diamant donc, a suscité un engouement et une diffusion importante dans les cercles d'artisans céramistes lisboètes. Le processus interprétatif de cette formule ornementale fut en effet à l'origine de compositions emblématiques d'Azulejo. A ponta de diamant est en cela tout à fait significative. Ainsi, certaines formules comme celle-ci sont-elles directement commandées et appliquées dans les églises lisboètes. Une dialectique de l'imitation se met en place donc par l'usage de la pointe de diamant en tant qu'élément ornemental pariétal qui fait écho donc au modèle très raffiné proposé par la joaillerie. Donc ce motif a en effet connu un grand succès auprès des commanditaires ecclésiastiques car la pointe de diamant possède en cela un atout symbolique et sémantique de pouvoir être appliqué au cœur des églises. Le diamant a cette symbolique très protectrice, c'est-à-dire qu'elle agit comme un talisman qui protège les intérieurs et notamment donc la maison de Dieu. On est dans une logique tout à fait significative dans l'application et le choix des motifs au sein des églises. Et cette parure céramique, d'une certaine manière, est aussi donc l'expression d'une société en expansion, dont les entreprises et les voyages au-delà des mers a engendré l'arrivée aussi de navires replets de pierreries et de merveilles en provenance des comptoirs indiens et américains. Au-delà du processus d'imitation, la transposition aussi de formes orientales, indiennes ou chinoises, nous allons le voir, dans les langages ornementaux et figuratifs portugais, rend compte de processus interprétatifs inédits. Oiseaux du paradis, daims, biches, chevreuils, cerfs, camélias sont ainsi déclinés sur les parements d'azulejo polychrome, dont la facture et le tracé ne sont pas sans rappeler les figures peuplant aussi les fonds d'assiettes de porcelaine, les étoffes indiennes et chinoises ou encore le mobilier en provenance des Indes. Ici, vous avez un autre exemple, à savoir les fameux cervidés très courants dans la porcelaine et dans la culture chinoise, qui possèdent et qui symbolisent bien sûr l'immortalité, la longévité. Et il est intéressant de voir que ce type de motif va être appliqué aussi dans un certain nombre d'antépendiums céramiques. Et ce n'est pas, pourrions-nous dire, le fruit du hasard, car ici, il y a véritablement une transposition logique et naturelle du motif. C'est-à-dire que le sens initial n'est pas détourné, mais adapté à la culture chrétienne. Servant de monture au dieu de l'immortalité Shunxing, le cerf est identifié au Christ dans la culture chrétienne. Faisant partie des animaux de l'arche de Noé ou accompagnant les récits hagiographiques, cet animal n'est pas dénué de sens, ou n'est pas simplement apposé ou inséré dans le maillage ornemental des décors d'azulejo. La transposition de ces figures communes aux cultures chrétiennes et taoïstes se fait dans l'harmonie des usages propres à l'univers d'accueil. Les motifs véhiculés par les porcelaines chinoises ou encore les textiles s'inscrivent dès lors non seulement dans une histoire du goût, mais traduisent aussi des processus de création réfléchis en fonction des transpositions opérées. À tel point qu'on retrouve même une association de plusieurs motifs issus de registres différents. Motifs phytomorphes ou phytomorphiques de la tradition moudéjar, grotesques hispano-flamands, oiseaux du paradis indo-perse et pagodes érigées en arrière-plan. Tels sont les différents motifs composant un certain nombre de parements d'autel, où le peintre donc mélange et fait dialoguer plusieurs traditions ornementales dans un souci d'harmonie.
d'une grande richesse décorative, les décors d'Azulejo matérialisent un phénomène de transculturation où diverses esthétiques s'unissent sur une même surface et produisent de nouveaux répertoires. Les ornements donc appartiennent à différents temps, invoquent différentes mémoires et établissent des liens reposant sur un véritable dialogue de formes. Et il est de fait que la gravure va en ce sens considérablement enrichir les répertoires et je laisse pour ce faire la parole à Anna Paula qui va aborder cette question-là. Bonjour tout le monde. Voilà, moi je me suis intéressée plus à l'iconographie et vous avez compris par ces présentations que l'azulejo est quelque chose de vraiment très particulier. On dit que c'est l'expression la plus originale des arts plastiques portugais, probablement. Et c'est un petit peu ce paradoxe entre quelque chose qui est un simple carré en terre cuite vitrifié et en même temps quelque chose qui a pris une ampleur extraordinaire. Je compare souvent l'azulejo à un de ces voyageurs très discrets qui parcourt le monde avec un sac à dos et qui va acquérir toute une série de connaissances. Parce qu'en fait, quand on regarde l'azulejo, c'est un carré de terre cuite qui va surgir en Orient, bien avant le XVe siècle et le XVIe dont nous parlons toujours en Europe. Et c'est en Orient qu'il va avoir le goût et l'apprentissage des surfaces monumentales entièrement revêtues. Et après, il continue son voyage et c'est en Europe qu'il va hériter le goût de la majolique et qu'à la Renaissance, il va hériter aussi le goût du figuratif. Et c'est la grande originalité de l'azulejo portugais, c'est justement l'application du figuratif à l'échelle monumentale de l'architecture. Et ça peut nous laisser imaginer qu'il y a toute une école d'art derrière, ce qui n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est un des panneaux les plus anciens. Il se trouve dans une propriété au Portugal, la Quinta da Bacalhoa. C'est une majolique, c'est un azulejo. Azulejo et majolique, c'est exactement la même chose, c'est la même technique. Et il y a ici un phénomène que je pense qui va marquer profondément l'azulejo, comme la plupart des arts décoratifs européens, mais en particulier les arts et les métiers de ceux qui n'inventaient pas, c'est l'imprimerie. Je pense qu'à la Renaissance, qui au Portugal est tardive, l'imprimerie va être un phénomène dans la culture visuelle, exactement comme aujourd'hui le digital ou l'Internet. Tout d'un coup, tous ces artistes avaient accès à un monde où tout circulait, les images, les paroles, les textes, et donc nous allons voir les surfaces monumentales revêtues, qui viennent du goût de l'Orient. Nous allons voir le figuratif qui vient déjà d'un apport européen avec la technique de la majolique qui est italienne, flamande, etc. Et nous allons voir la copie des livres et des gravures des livres, des illustrations. Et ça va créer un modus operandi dans l'azulejo portugais qui ne va pas changer. En fait, c'est tellement facile de copier, je pense, que même quand on arrive au cycle des grands maîtres, au XVIIIe, ils vont toujours rester accrochés aux iconographies de la gravure. Regardez qu'ici, vous voyez un rapt d'Europe. C'est d'autant plus intéressant que les métamorphoses d'Ovide sont interdites au Portugal par l'Inquisition. Et ce panneau a été fait aux environs de 1565, quand le livre des métamorphoses d'Ovide de Bernard Salomon est publié en 1557. Donc nous le retrouvons au Portugal, malgré qu'il était interdit par l'Inquisition, mais probablement dans la bibliothèque d'un érudit, Brás d'Albuquerque, qui a voyagé en Italie, je ne sais pas. Ce qui m'intéresse de vous montrer ici, c'est que le taureau est blanc. Or, la gravure est en noir et blanc, donc il n'y a pas de couleur. Et Ovide, il dit dans son texte, dans ses métamorphoses, que Jupiter se transforme dans un taureau blanc pour kidnapper Europe, et il est blanc comme la neige sur laquelle aucun pied n'avait jamais mis aucune empreinte. Or, le peintre d'Azulejos, qui était certainement analphabète, il n'a pas lu les métamorphoses d'Ovide. Mais il a certainement connu les collections de majoliques italiennes qui sont faites aussi d'après les métamorphoses d'Ovide. C'est ce paradoxe dans l'Azulejo qui m'a vraiment fascinée.
C'est comment quelque chose qui est tout le temps fait par des artisans, qui n'ont pas vraiment une culture académique, parce qu'il n'y a pas d'académie d'art à cette époque au Portugal, il faut attendre le roi Jean V, et pourtant, ils ont toujours des moyens d'être au courant de ce qui se fait en Europe, de ce qu'en Europe semble être érudit. Après, comme ils ne comprennent pas très bien ce qu'ils sont en train de dessiner, ils vont copier quelque chose de tout à fait païen, le rapt d'Europe, mais regardez qu'ils font une femme au sein nu et entre les deux seins, il y a la croix du Christ. Donc nous allons retrouver toute une série de paradoxes qui donnent aussi un peu la liberté et la grâce de cet art des azulejos. Au XVIIe siècle, et je vous montre cette image pour que vous compreniez, on parle souvent de tableau de céramique. L'azulejo n'est pas fait pour être un tableau. Regardez qu'ici, nous sommes un peu en dehors du temps. Nous ne savons pas si nous sommes au XVIe, au XVIIe, en Orient, en Occident, parce que justement, il y a cette synthèse parfaite des surfaces entièrement remplies de céramique et en même temps du figuratif. C'est le Palais Fronteira à Lisbonne, que je vous conseille vivement d'aller tous visiter. Mais c'était pour vous montrer que la céramique dialogue avec l'architecture. Elle est comme la peau pour l'être humain. Si vous enlevez la céramique, l'architecture ici, elle est en fait très simple. Et regardez que tout ce qui est dans l'image que je vous ai montré avant est en fait d'après des gravures. Ce sont des milliers de gravures, des centaines de livres que ces artistes céramistes vont utiliser pour copier toutes les images. Ils travaillent comme les enfants auxquels on donne une revue et on dit fais un petit paysage et l'enfant copie la voiture, l'arbre, la maison et fait un paysage. Pendant des années, on a cru que c'était les marquis de Fronteira qui étaient représentés ici. En fait, ils ont été chercher des gravures de Jacques Callot, un grand graveur français, et regardez, ils ont copié uniquement la partie qui les intéresse. La partie en dessous, ils ne savent pas quoi en faire puisqu'ils n'ont pas étudié l'anatomie. Donc c'est comme si la dame était accroupie sur la chaise, ils ne mettent rien, tout simplement parce qu'ils ne savent pas le dessiner. Et toute l'histoire de l'azulejo va se construire dans cette fantaisie. En fait, nous ne pouvons pas étudier l'iconographie de l'azulejo portugais sans connaître très bien l'histoire de la gravure européenne. C'est un miroir de la gravure européenne. Ici, je n'ai choisi que des gravures françaises à l'exception de celle-ci, mais celle-ci me permettait de vous montrer qu'ils vont chercher les draperies indiennes dont Céline vous a parlé, les tissus, les textiles, et puis regardez que, je n'ai pas de truc pour vous montrer, mais regardez qu'ils ont été chercher le chien à un panneau et le chasseur à une autre gravure, et ils font une composition. Ils ont un art extraordinaire de créer, d'être originaux, d'être inédits, en copiant constamment ce qu'ils voient, sans aucun souci de qui est qui. Je vous montre ici, c'est un panneau très important du palais du marquis de Fronteira. C'est un cavalier. Ils ont copié le prince de Phalsbourg, mais en fait, ils voulaient représenter un cavalier avec sa tête, un portrait. Et le portrait, ce n'était pas celui du prince de Phalsbourg, c'est à nouveau une gravure de Jacques Callot. Il faut savoir que pour les portraits équestres, en général, on ajoutait la tête que quand le portrait était payé et bien choisi, mais c'est évident que la personne qui était l'objet du portrait n'était pas à cheval pendant des heures. Regardez la différence entre le paysage du panneau d'azulejos qui pourrait être fait par un enfant et le cavalier, parce que ces artistes ne savent que copier. Voilà. Et en fait, ils ont été chercher un portrait du roi Jean IV qui a été publié en 1641 dans une œuvre qui s'appelle Lusitania Liberata. Il faut savoir que le palais de Fronteira est un hommage aux guerres de restauration de l'indépendance et donc c'est tout à fait normal qu'il y ait le roi Jean IV dans cette image. Qu'est-ce qui m'a intéressé dans ceci? Ce n'est pas comparer des gravures et des azulejos. Tout d'abord, ça nous a apporté une connaissance incroyable sur la gravure européenne au Portugal avant les grandes collections du roi Jean V au XVIIIe, mais c'est surtout que ça, c'est le miroir d'une culture visuelle d'un pays qui est complètement étouffé par la religion, par l'Inquisition, même par sa situation géographique, même si on parle beaucoup des découvertes, etc. Mais la vérité, c'est qu'on n'avait pas d'académie, on n'avait pas d'études du nu.
tout ce qui était mythologique était interdit. Et donc, ce sont toutes ces gravures qu'ils vont copier exhaustivement pour créer des compositions érudites. Il faut savoir que dans la peinture de chevalet au Portugal, il n'y a pas de mythologie. Mais je pense que dans l'azulejo, comme c'était considéré décoratif et artisanal, on ne s'inquiétait pas trop, les inquisiteurs n'allaient pas trop voir les panneaux d'azulejos, et tout ça était bien sûr permis. Donc nous avons dans notre azulejo portugais un extraordinaire portrait de la circulation de la gravure européenne et de ce phénomène de l'imprimerie qui a complètement révolutionné les arts décoratifs. Bon, ici, il y aurait beaucoup de choses à dire parce que ça se prolonge pendant presque un siècle et ce sont les bordures des azulejos qui nous montrent l'évolution stylistique. Voilà, je vous montre, c'est vraiment mathématique. Ça nous a énormément aidé parce que ça nous a résolu beaucoup de problèmes iconographiques. Beaucoup de panneaux d'azulejos, nous ne comprenions pas ce qu'ils représentaient. Ici, par exemple, on pensait que c'était les guerres de restauration de l'indépendance et ce sont des gravures de Jacques Callot qui n'avait aucune idée de ce que c'était que la restauration de l'indépendance au Portugal. De même qu'ils vont faire le portrait du roi Jean V ici en azulejos et ils vont copier une gravure de Pierre Mariette qui représente le portrait du père du roi Jean V. Ça ne leur pose aucun problème non plus de représenter la noblesse française pour décorer les palais portugais. Je dois aller beaucoup plus vite et je passe la parole à Pedro, à Céline. Voilà, les figures d'invitation, que c'est une chose très originale au Portugal. Comme vous voyez, je dirais même vive la France, puisqu'il n'y a que la gravure française. Mais voilà, je vous montre tout ça. C'est un univers extraordinaire, mais qui, curieusement, c'est un cas inédit de copie qui contribue à l'originalité de la création. Je ne sais pas à qui je passe maintenant, c'est toi? Je vais introduire ce nouveau point et essayer un petit peu de synthétiser parce qu'effectivement on a beaucoup de choses à dire. Tant l'azulejo est riche au regard des répertoires développés et il est vrai que l'azulejo a aussi un rôle assez significatif en fonction des espaces qu'il orne ou qu'il décore. J'insiste sur cette différence entre orné et décoré, car au sein des églises, il y a bien sûr cette dimension d'enseignement et de décorum, de respecter une certaine bienséance. Et on a l'application, bien sûr, de certains épisodes bibliques, mais aussi de martyrs, de saints, dont vous avez ici 2 exemples. Et ce qui est intéressant, c'est que ces productions-là, qui datent de la seconde moitié du XVIe siècle, vont progressivement laisser place à une production bien plus simplifiée. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été portées autour de cette différence esthétique qui se développe durant le XVIIe siècle, qui repose surtout sur cette apparente répétitivité, parce que je dis apparente car il ne s'agit pas de pure répétition. On est encore une fois dans un système combinatoire qui est tout à fait logique dans l'application des intérieurs ecclésiastiques, dans le sens où on est dans un accompagnement spirituel. On est presque face à une symphonie visuelle qui accompagne les litanies, qui accompagne la prière. Donc on est dans un rapport presque, pourrions-nous dire, performatif. L'azulejo accompagne la parole et en même temps la prière. On est vraiment dans des décors tout à fait on va dire riche et correspondant aussi à l'intention, à la portée de l'espace à décorer. Et dans les églises, de ce point de vue-là, les programmes ornementaux et les programmes décoratifs sont tout à fait significatifs. On le retrouve encore une fois avec la pointe de diamant. Vous avez ici l'exemple de l'église Saint-Roch, où on voit ces diamants qui tapissent le transept notamment et l'entrée de l'église. Donc on est toujours véritablement dans une recherche assez sensible et en même temps logique par rapport à l'espace à décorer. Donc, on est aussi face à des productions qui témoignent d'un temps, qui s'adaptent, comme je le disais, aux différents espaces. Et donc, l'espace privé également va se parer de ces ouvrages. Alors,
moi j'utilise ici la question, enfin le terme de tableau parce qu'on est dans véritablement le système qui imite. On est face à un cadre qui entoure une scène représentée et qui est effectivement appliqué, bien sûr, sur des murs, mais on est dans cette volonté aussi d'imiter, un peu dans cette imitatio créative, où on va mettre en scène certains répertoires. Alors ici, vous avez les fameux répertoires dits des macacarias, des singeries, qui étaient très en vogue, donc, qui étaient utilisés suivant différentes modalités. Mais il faut rappeler que dans le contexte, et vous le voyez, on est autour des années 1665, le Portugal a vécu un affrontement très important avec l'Espagne. Elle a gagné son indépendance, mais au terme de nombreuses rixes et de nombreuses échauffourées et de nombreuses batailles qui ont été retracées, notamment au palais Fronteira. Encore une fois, j'insiste aussi sur cette idée d'aller le visiter. D'accord, merci. Et on retrouve aussi ce registre des macacarias, mais dans la salle des batailles, on est face à un témoignage direct, c'est-à-dire qu'on va retranscrire des batailles avec véritablement des troupes, alors qu'ici, non. On est face à une transposition où on va utiliser l'image simiesque pour attaquer l'ennemi, pour attaquer et critiquer le castillan, car il faut aussi comprendre qu'on est dans un contexte tout à fait riche en pamphlets, et on a découvert notamment des pamphlets qui mettaient en scène les castillans sous forme de poules. Donc on est dans une correspondance tout à fait ténue et logique, qui montre aussi que les artisans étaient baignés par ce système et cette ambiance, on va dire, vindicative envers l'ennemi castillan. Et on retrouve cette transposition de l'encre, pourrions-nous dire. On retrouve cette transposition de l'encre, à la céramique et notamment l'azulejo. On est face ici à une interprétation assez intéressante, alors que ce soit au casamento da galinha, le mariage de la poule, qui n'est pas sans rappeler les nombreux échanges d'infantes et de princesses entre les couronnes castillanes et portugaises, et qui peut-être ici trouverait une réponse, trouverait plutôt une l'illustration d'un divorce, de la fin d'un temps finalement, à travers cette critique faite envers l'adversaire. Alors on a aussi la Cena de Guerra qui appartient à un lieutenant général Henrique de Miranda qui possédait ces panneaux dans son palais. Donc ce lieutenant général a fait partie de la guerre de restauration, donc on aurait aussi peut-être ici un lien dans la commande de tels panneaux où sont représentées encore une fois des troupes qui sont ridiculisées. On voit un singe qui urine, un autre qui est assis, un autre qui qui fume une pipe. Donc on est dans cette volonté un petit peu de transgression de l'image de l'adversaire et surtout du roi qui était très absent à la cour du Portugal et qui ici prend les traits, pourrions-nous dire, d'un singe. Le portrait royal est ici ridiculisé, le côté sacré de l'image royale est ici transgressé au profit d'une imagerie ridicule et simiesque. Donc on est face à des répertoires très variés, et surtout au XVIIe siècle, que ce soit pour le milieu ecclésiastique ou le milieu privé. Malgré tout, on est, même si on est face à des artisans peu érudits d'un point de vue de la technique, malgré tout, on a une production qui est tout à fait riche et polymorphe. Donc on est véritablement baigné par l'univers de... Pardon. Ah, je croyais que tu me disais quelque chose. Non, on est ici face à des productions tout à fait riches et significatives d'un temps, d'une époque, d'une mentalité qui est transcrite dans les azulejos. Et je vais passer la parole donc à Pedro Flor qui va également donc aborder un autre point lié à l'azulejo comme l'art de la mimésis également, et qui va aborder cette problématique-là. Oui, c'est bien, merci. Il faut profiter aussi de dire qu'heureusement, il y aura des nouvelles sur ces panneaux de macacarias. Je pense que notre collègue Susana Varela Flor va publier en bref,
bonne notice avec l'interprétation tout juste de ces panneaux, avec les liaisons entre les azulejos et tous les contextes de la guerre de la Restauration. Donc c'est une nouvelle pour tous. Et aussi, je voudrais seulement présenter des cas d'influence tout directe en ce qui concerne des autres arts, et que cette capacité que les azulejos tiennent de mimétiser, de faire la mimésis, en copiant tout le répertoire de gravures et des peintures, comme Anna Paula a déjà montré, et bien sûr, non seulement dans les métiers de peintres, mais aussi dans les métiers les chantiers, les ouvriers, les maçons que j'ai nommés antérieurement. Et ici, une autre image qui nous fait ces simulations d'espace et d'objets, en explorant le trompe-l'œil, la façon de imiter ce qui n'existe pas, mais qui nous donne l'idée de l'existence, même en la parfaite intégration entre l'azulejo et l'architecture plus ancienne, comme c'est le cas de la voûte de gothique, et puis un panneau de 1720, plus ou moins. Une autre question, c'est toujours que j'ai parlé en arrière, c'est les poteries, où elles se situent en Lisbonne. Et premièrement, on peut noter les poteries d'Anjos, c'est au nord-est de Lisbonne, et les autres sont dans la partie orientale. Ça sont plus de l'oriental, et puis les poteries occidentales de Santa Catarina et aussi de Santos. Donc, des recherches récentes ont prouvé que les poteries de Santa Catarina sont plus importantes même que les Santos. Et comme vous pouvez voir ici, c'est toujours loin du centre de ville à cause de toutes les structures de production, les problèmes d'exécution de tout ce qui sont les productions céramiques. Il faut aussi mentionner un projet de recherche pour nous très important, c'est nommé Lisbonne en azulejo avant le tremblement de terre de 1755, et qui est toujours en ouvert et avec un grand succès auprès du public, et inexplicablement sans lien électronique avec le site Institut national du Musée national d'Azulejo. Mais c'est un projet de recherche qui est né en 2010 suite à un partenariat établi avec le réseau thématique de l'azulejo et études céramiques, João-Miguel dos Santos Simões, à l'époque établi au Musée national d'Azulejo et sous la coordination de Susana Varela Flores. C'est un site où l'on peut parcourir Lisbonne à la fin du XVIIe siècle et découvrir à travers les azulejos les principaux monuments historiques de la ville, ainsi que les peintres et potiers les plus importants de l'époque. C'est la démonstration de pratique de trois piliers fondamentaux de la recherche nationale axée sur les études d'azulejos. Premièrement, la recherche en archives et l'examen des sources. Deuxièmement, l'étude intégrée entre l'art de la peinture sur l'azulejos et les autres arts de l'époque. Et finalement, troisième, l'intersection des six savoirs entre l'histoire de l'art et les sciences de laboratoire. En effet, le projet Lisboa em Azulejos démontre qu'il est possible d'apporter des nouveautés documentaires dans le domaine de l'histoire de l'art, puisqu'il a pu déterminer avec précision la date d'exécution de cet immense panneau pour plus de 22 mètres de long à 1698-1699 à droite, au seuil du XVIIe siècle. L'attribution au peintre espagnol Gabriel del Barco
a également été renforcée par des essais en laboratoire sur le corps céramique du panneau, dont la composition est identique et des œuvres sûres de ce peintre. La confluence des pratiques artistiques, de la contamination des autres arts, dans la peinture, l'affirmation du statut de... La confluence des pratiques artistiques et de la contamination des autres arts dans la peinture sur l'azulejo était également une préoccupation des chercheurs de ce projet que j'invite tout le monde à visiter en ligne à l'adresse indiquée ici. J'espère que vous apprécierez de naviguer dans la ville de Lisbonne avant le tremblement de terre à travers les azulejos. Merci Pedro, merci Anna. Donc, merci aussi pour l'attention envers nos différentes interventions. Et dorénavant, si vous avez des questions, voilà, nous sommes à disposition. Des questions éventuellement? Oui, bonjour et merci pour cette présentation. Quand on pense aux azulejos, je pense qu'on pense principalement à la couleur bleue. Alors, on voit ici qu'il y a aussi d'autres couleurs dans les azulejos. Et je me demandais s'il fallait y voir... Enfin, je pense que quand on pense au bleu, on pense aussi évidemment à l'influence chinoise et flamande, probablement. Quand on pense aux autres couleurs, on pense plus à la majolique italienne. Alors, est-ce que c'est juste une question d'influence artistique, esthétique, ou bien est-ce qu'il faut y voir dans cette valorisation du bleu, je pense, au Portugal, des contraintes peut-être matérielles ou techniques ? Alors, concernant cette variation en termes de couleurs, effectivement, au XVIIIe siècle, il y a l'influence, même si j'aime pas trop ce terme, mais plutôt l'impact, je dirais même, des productions hollandaises qui effectivement arrivent aussi au Portugal grâce aux artistes hollandais, parce qu'on a des artistes hollandais qui sont également à l'origine de productions que l'on peut voir, notamment au couvent Madre de Deus, là où se trouve l'actuel Musée national do Azulejo. On a également aussi l'impact des porcelaines qui créent un goût pour ce bleu, et on a même une production qui imite les porcelaines de Chine au Portugal, et même en Espagne. On a des ateliers qui se spécialisent dans l'imitation. Donc on est dans une vogue, dans une histoire du goût, effectivement, qui a un impact sur cette production-là. Antérieurement, la majolique a bien entendu aussi contribué à ce goût pour la couleur, parce qu'il y a eu véritablement, encore une fois, des fluctuations et qui s'expliquent bien sûr au regard des goûts de cette époque-là. Mais on a parfois aussi la question du contexte, parce qu'il faut se rappeler que, en l'occurrence, le Portugal appartient à partir de 1580 à la monarchie catholique espagnole, et qu'on a une réglementation qui va se mettre en place, surtout lorsqu'ils vont être en conflit. Et on retrouve notamment des problèmes d'acheminement de certains matériaux qui auront un impact parfois sur la cuisson. Mais cela se cantonne à la dimension technique. Au regard de la couleur, cela va davantage être déterminé par une question de goût et d'époque, en fait. Je pense aussi qu'il faut lier la question de bleu et de blanc avec la prohibition de l'importation des azulejos d'Hollande. Donc, à cause des lois pragmatiques, je pense que c'est le mot, et donc l'importation d'azulejos a été interdite jusqu'à la fin du XVIIe siècle, et puis en effet, il a été interdit à écrit, mais en pratique, on n'est pas sûr si quelques azulejos d'Hollande ont entré au Portugal, mais c'est une autre chose. Mais tout à fait, on dit que
Gabriel Del Barco et les générations des peintres et des peintres d'azulejos à la fin du XVIIe siècle et juste au début du XVIIIe, on va, comment dirais-je, copier la façon des azulejos hollandais. Et les azulejos hollandais, à ce moment-là, explorent tout le monde de bleu et les variations de bleu aussi. Et les blanches. Et je pense aussi que la référence plus lointaine, comme les céramiques de la Robia, par exemple, le bleu et le blanc toujours, c'est quelque chose de propre de la céramique même. Donc, ça a été naturel qu'à la fin du XVIIe siècle, on aura des panneaux comme ça. Je vais passer aussi à Napao. Bon, c'est une question à laquelle nous avons plein de réponses. Mais il y a aussi une question technique. C'est qu'au XVIIe siècle, ils ont 4 pigments. En fait, l'azulejo, c'est un carré de terre cuite qui est émaillé avec une base de maille stanifère. On dit stanifère en français. Ils ont 4 pigments. Ils ont l'antimoine pour le jaune, le cuivre pour le vert, le manganèse pour tout ce qui est foncé et le cobalt pour le bleu. Et jusque, disons, à la révolution industrielle, où il y aura d'autres couleurs chimiques, c'est avec ça qu'ils vont travailler. Donc, ça va créer un goût. Tout ce que vous voyez du XVIIe siècle, tout ce que... Non, il ne marche plus. Vous m'entendez? Tout ce que vous voyez du XVIIe siècle, c'est polychrome, et c'est seulement à partir d'environ 1670, bien sûr, il y a des exceptions, au Palais Frontera, justement, parce que c'est un paradigme de toute l'histoire de l'azulejo au XVIIe, nous avons cette transition. Le palais est fait dans un espace de 10 ans, et donc la partie la plus ancienne est polychrome, la partie la plus récente est bleu et blanc. Et là, on commence à avoir ce goût dont mes collègues ont parlé, qu'il n'y a pas une seule raison. Il y a la concurrence avec les Hollandais, il y a l'influence de la porcelaine chinoise, et donc ce goût du bleu s'impose. Vous savez qu'au Portugal, une expression pour dire « waouh, ça c'est top, c'est merveilleux, c'est fabuleux », on dit « é ouro sobre azul », c'est de l'or sur du bleu, parce que c'est les églises avec les azulejos bleus et le bois doré. Donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu dans le goût. Malgré que bleu en portugais se dit azul, azulejo n'a rien à voir avec le mot bleu, que ce soit bien clair. C'est un mot d'étymologie arabe et donc ça n'a rien à voir avec le mot bleu, c'est une coïncidence. Il faut aussi rappeler que, par exemple, au palais du Marquis de Frontera, on a aussi des azulejos hollandais et puis des azulejos portugais, entre guillemets, et qui s'inspirent, en tout cas, dans les peintres du temps à l'art de bleu et de blanc. Non seulement au palais, mais aussi au couvent et des églises ont beaucoup de cas. Et je pense que ça, c'était une manière de copier et de revisiter les arts des bleus et des blanches. Mesdames et messieurs, notre événement doit malheureusement finir maintenant. Donc je vous invite à remercier chaleureusement nos invités et